Salut. Aujourd'hui, je vais revenir sur une émission d'hier. C'est Sarah Knafo qui était chez Pascal Praud sur CNews. Et ils ont abordé deux thèmes qui sont l'union des droites et l'audiovisuel public. Voilà. Je trouve les deux thèmes plutôt intéressants, enfin, surtout celui de l'union des droites, parce que bon, l'audiovisuel public, je pense que ça va être assez réglé, ce qu'on aimerait tous en faire. J'ai pas complètement regardé, c'est-à-dire que j'ai un peu survolé, je voulais avoir un petit peu comme ça une réaction un peu plus comment directe, pouvoir réagir un peu plus d'instinct. Mais de ce que j'ai vu, c'est assez intéressant. Et moi, je vais vous donner mon avis sur cette union des droites parce qu'il y a des choses qu'on n'entend pas et qui sont pour moi essentielles si on veut, en 2027, avoir du changement, avoir une nouvelle politique qui s'amorce. Donc, je vous explique tout ça. Je reçois Sarah Knafo. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous ai lu dans le journal du dimanche hier. Vous réclamez l'union des droites. Ça va pas être facile, manifestement. 50 nuances de droite. Sarah Knafo. Bonjour. Bonjour Pascal Praud. Bonjour à tous. L'union des droites. C'est une sorte de fantasme. Malheureusement. Alors que la gauche passe toujours du rêve à la réalité. Il n'y a qu'à droite que ça reste un fantasme. Oui, parce que peut-être les gens de droite ne sont pas forcément de droite. Alors là, c'est la palisse. Ça reste un fantasme tant que les autres partis ne veulent pas réaliser ce rêve qui est le rêve. On l'a vu. Super intervention de Pascal Praud qui met en avant le fait que oui, effectivement, en France, comme j'en parle souvent dans mes analyses, on a un pays tellement ancré à gauche que on a en fait que dès qu'un parti, ne serait-ce que met en avant un peu une politique pro-entrepreneuriale, mais ne serait-ce qu'un tout petit peu, c'est un parti de droite en fait en France. Alors que le champ est bien plus large que ça. Pour être de droite, et il ne faut pas que ça. Il y a beaucoup de choses qui doivent être ajoutées que juste être pour l'entrepreneuriat ou être libéral. Dans le JDD de 74% des électeurs de droite, donc les électeurs la veulent et les politiciens la leur refusent. C'est un peu comme sur l'immigration d'ailleurs. Vous avez toujours des majorités à plus de 70% et les politiciens refusent au peuple ce qu'ils expriment de façon ultra majoritaire. À mon avis, c'est que chacun pense pouvoir gagner seul et tirer les bénéfices politiques seuls d'une victoire. Nous, chez Reconquête, on a pris conscience depuis déjà longtemps, je dis chez Reconquête, mais en réalité Éric Zemmour en parlait déjà depuis 20 ans, avant même d'avoir un intérêt politique à la chose. Donc c'est vraiment qu'on a pris conscience que personne ne pouvait gagner seul. Alors, quand elle dit qu'elle pense que c'est parce que certains partis politiques pensent pouvoir gagner seuls, et quand elle dit nous on a pris conscience qu'on ne pouvait pas gagner seul, oui c'est sûr, eux ne peuvent pas gagner seuls, ça c'est sûr et certain. Ils ont fait 7% aux élections aux dernières élections présidentielles. Éric Zemmour a été très longtemps donné à 15%. Il était envisagé pour être au second tour et il finit à 7%. Je ne crois pas que ce soit vraiment les partis politiques qui pensent qu'ils peuvent gagner seuls. J'ai surtout moi le sentiment que du fait que nous sommes dans un pays de gauche tenu par des médias de gauche et des médias influenceurs politiques, tout ce qui tourne autour en fait de l'influence en France est de gauche. La majorité des gens qui font en sorte que le pays reste un peu dans le statu quo, ce sont les personnes âgées qui, si on prend les dernières élections, 60% des plus de 60 ans ont voté Macron et 70% des plus de 70 ans ont voté Macron. C'est vous dire à quel point ce vote est pour beaucoup surtout que ça représente en gros un tiers des votants, et pour beaucoup dans la réélection d'Emmanuel Macron. Et ce qui se passe, quand ils parlent, eux, d'union des droites et de se mettre ensemble, comme l'a fait la gauche avec la NUPES, c'est créer un gros parti où tout le monde se retrouve. En France, on n'a pas vraiment, c'est pas dans notre gène, ce qu'on va appeler les primaires. Si la droite faisait des primaires et n'envoyait qu'un seul candidat, et qu'après ces primaires, tous ces candidats soutenaient ce candidat unique, oui, on aurait vraiment une force politique à droite qui serait très puissante. Le problème qu'on a en France, et j'en reviens à ce matraquage de gauche depuis plus de 45 ans, c'est que en France, le RN est considéré comme un parti extrême, dangereux, qui veut venir prendre le pouvoir et devenir un parti qui sera totalitaire, voilà, qui va rouvrir les camps. Vous connaissez la rengaine. Et les médias bombardent ça de plus de 40 ans. Je peux vous dire
que les personnes âgées qui, eux, sont toujours devant la télé, auront du mal à aller voter pour le RN. Et c'est pour ça que les LR, les partis de droite, ont du mal à vouloir créer une union des droites, parce que pour eux, ça serait créer une union autour du RN, qui est aujourd'hui le parti central en France, le parti le plus puissant en France, le parti avec le plus d'électeurs en France, mais qui est le parti à qui on refuse le pouvoir, en fait. Le RN, en termes de vote pur, ça devrait être le parti élu en France. Mais vu qu'à chaque élection, les LR et les partis à droite de Macron ne veulent pas se positionner sur le RN parce que il y a cette idéologie de gauche qui est là depuis des années et qui empêche ce rassemblement, c'est ce qui rend le tout compliqué. Je crois pas que ça soit que on pense qu'on peut gagner seul. Que Marine Le Pen pense un peu comme ça, quand on voit qu'elle est capable aujourd'hui, dans certaines élections, comme on l'a vu aux législatives l'année dernière, de faire des scores qui vont jusqu'à 30%. Faut oublier qu'en France, que si vous faites 50,1%, vous êtes élu au premier tour. Il y a eu Marine Le Pen dans certains sondages qui est montée à 40%. Oui, effectivement, Marine Le Pen pense qu'elle peut gagner seule, ça c'est sûr. On le remarque, même les plus forts n'arrivent pas à gagner seuls. Éric Ciotti aussi en a pris conscience quand il a décidé de rallier le Rassemblement national l'an dernier, mais on voit que ça ne suffit pas. Et que malgré ce ralliement, ils n'ont pas réussi à avoir une majorité. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que pour le premier tour des présidentielles, je peux tout à fait comprendre que chacun veuille y aller. C'est les vertus de la concurrence et moi j'y crois, en économie comme dans la démocratie. Le parti unique c'est la dictature et je ne serai jamais dictatoriale, je suis une grande démocrate. Donc je pense que... Alors, quand elle dit qu'elle est OK pour le premier tour et qu'il faut qu'il y ait comme ça beaucoup de partis au premier tour et que ça soit un peu comme des primaires, si on veut bien, c'est-à-dire ceux de droite votent chacun pour ce qu'il pense, puis il y a un parti qui ressort, et ceux de gauche votent chacun pour ce qu'il pense, et un parti à gauche émerge. Et ça a été la politique en France pendant très longtemps. Sauf que ça n'existe plus parce qu'en France, il n'y a plus 2 blocs politiques, mais 3 blocs. On a le vote LFI, immigrationniste, tout ce que la LFI a classé comme minorité, tout ce que la LFI a stigmatisé pour les rallier à eux en leur disant vous êtes stigmatisés, vous êtes petits et seuls face à des grands, venez chez nous, on se met entre petits pour devenir plus grands. C'est le bloc à gauche qui réunit aussi beaucoup les jeunes, parce que quand on est jeune, on est rebelle, on n'a pas idée de gérer des budgets, on ne sait pas vraiment comment fonctionne l'économie, on ne sait pas... on est très basé les gentils, les méchants. Donc, on va aller vers ce qui pourrait paraître le camp du bien quand on est un gamin. Et ce qui paraîtrait le camp du bien, c'est dire, attendez, on va quand même partager, faire en sorte que tout le monde soit bien, soit heureux. En fait, on leur avance des idées comme ça, utopiques, qui leur font croire qu'ils sont, en votant pour à la gauche, la LFI et la NUPES, pour le camp du bien. Donc ça, c'est le premier bloc. On a le bloc central à Macron, qui est donc le bloc des personnes de plus de 60 ans. Après, quand je dis les personnes de plus de 60 ans, imaginez-vous que je ne mets surtout pas tout le monde dans le même panier. Donc, je suis pas en train de faire de généralité, mais comme je disais juste avant, 60% pour les 60 ans, 70% pour les plus de 70 ans, c'est quand même énorme. Donc, c'est le bloc retraités. Et on a le troisième bloc. D'ailleurs, dans le bloc à Macron, je mets les LR qui lui sont restés fidèles, les anciens de Sarkozy, notre traître à la France. J'en parle une de mes vidéos avec l'Europe et ce qui s'est passé. Il y a ce bloc-là et on a dans ce bloc, il y a eu pendant longtemps les gens qui sont bien sûr matrixés par le battage médiatique autour de tout ce qui est à droite de Macron, c'est les admirateurs du petit moustachu. Et à droite, on se retrouve avec les ouvriers trahis en 2012 par Hollande. On se retrouve avec les gens patriotes attachés à leur culture et à leur façon de vivre. En fait, c'est le bloc périurbain de campagne ou de ville moyenne, petite à moyenne ville, qu'ils préfèrent vivre de la manière dont ils ont toujours vécu, veulent voter le RN. On a ces trois blocs un petit peu principaux. Je caricature un petit peu, c'est résumé, mais voilà, on a ces trois blocs. Et aujourd'hui, Salah Knafo, quand elle dit qu'il faut comme ça plusieurs partis pour donner plus de choix
voix aux Français au premier tour. Elle met en danger un petit peu le bloc à droite, plutôt populaire et patriote de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu aux dernières élections, les 7% de Monsieur Zemmour ont mis très clairement en danger le pays. Sur un point qui est que si Zemmour avait fait ses 15%, Marine Le Pen passait derrière Mélenchon et se retrouvait au deuxième tour contre Macron. Et le plus grand danger qu'on puisse avoir, nous en tant que patriotes, c'est se retrouver face à ce choix Mélenchon-Macron ou tout autre candidat de Macron. En gros, tous les pro-Europe immigrationnistes. Parce que c'est ça, c'est pour ça que quand je parle de patriotisme au sein du RN, c'est l'opposition avec le grand blabla que l'Europe c'est la solution pour protéger nos économies et notre pays, ce qui est un leurre et un faux semblant. Ce qu'ils veulent, c'est détruire les nations pour créer les États-Unis d'Europe. Et donc, c'est pour ça que la chasse au patriotisme et au nationalisme, qui n'est pas un gros mot, n'ayez pas peur du mot nationaliste. Être nationaliste, c'est pas être le petit moustachu. Être nationaliste, c'est juste penser que son pays est notre, chez nous, est notre rempart à beaucoup de dangers pour son peuple. Et ça, il faut pas l'oublier. Le nationalisme, c'est pas du repli sur soi, c'est pas de la détestation des autres. Le nationalisme, c'est du protectorat pour protéger le peuple de France, pour le nationalisme français. Et ce nationalisme est commun à tous les pays. Tous les pays sont extrêmement nationalistes. On est sûrement un des pays dans le monde à être à décourager le plus possible les gens d'être nationalistes. Et donc, quand elle annonce que c'est bien qu'il y ait ses premiers tours, on a failli se retrouver avec Mélenchon-Macron, le choix aurait été horrible. Là, c'est pire que la peste et le choléra. On a vu ce qu'a fait Macron, on sait que ce qu'il a fait, ça a été la catastrophe. Mélenchon aurait fait pareil, ça aurait été la même politique que Macron, en gros, sauf que lui, il aurait rajouté une couche de taxation, une couche de vol de l'argent des travailleurs, il aurait fait de la régularisation de masse pour se fabriquer toujours plus d'électeurs et d'électorats. Quand on voit qu'aujourd'hui, les chiffres sont entre 300 et 500 000 et montent à 500 000, c'est 2024, je crois, pour l'immigration. Je vous laisse imaginer, si ça fait 5, 6, 7 ans qu'il y a comme ça des millions et des millions, le nombre d'électeurs que ça ferait pour Mélenchon. Et tout le danger est là. Si demain, des énergumènes comme Mélenchon et la NUPES passent, c'est ce qui va se passer en fait. Ils vont consolider leur électorat en créant énormément de régularisation. Et ce choix ne doit jamais arriver. On doit toujours avoir quelqu'un qui défend le patriotisme en France, sinon le pays et ce que vous avez connu de votre France s'effondrera automatiquement. Donc quand elle défend ça, c'est vrai que pour le coup, je suis pas forcément... C'est la dictature et je ne serai jamais dictatoriale, je suis une grande démocrate. Donc je pense que c'est très bien que plusieurs lignes s'affrontent. Ça améliore chacun est poussé à donner le meilleur de soi-même. En revanche, je crois que chacun d'entre nous, les trois partis, donc les trois lignes principales, Reconquête, LR et le Rassemblement national, on doit être capable de prendre 2 engagements clairs. Le premier, et l'IDR de Éric Ciotti aussi. Je le compte avec le Rassemblement national, bien sûr. Le premier, c'est de s'engager à appeler toujours à voter pour le candidat le plus à droite au second tour. C'est ce que les LR n'ont jamais fait. Jusqu'alors, à 20h02, le soir du premier tour, ils ont toujours appelé à voter pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen. Voilà, ce que je disais. C'est par rapport au fait qu'en fait, ils ont peur d'être associés aux méchants fans du petit moustachu. Sachant qu'il y a aussi une deuxième chose, c'est que le RN base toute sa force politique sur Marine Le Pen et elle a hérité quand même de ce nom. Et il y a quand même beaucoup de gens, moi quand je discute avec des gens qui ont voté Macron et qui parlent du RN, je sens qu'il y a aussi une part d'eux qui ne veut pas voter pour Marine Le Pen. Ils ont l'impression de voter pour quelqu'un qui n'est pas légitime, qui est l'héritière de Monsieur Le Pen, que du coup ils votent pour une famille et qu'elle ne mérite pas, qu'il faut pas voter pour elle un petit peu aussi à cause de ça. Donc c'est assez compliqué. Et c'est pour ça que le RN fait essaye de faire en sorte de protéger et d'attirer à eux plus de 60 ans. Malheureusement, c'est aussi ce que n'a jamais fait le Rassemblement national. En 2012, quand il y avait à choisir entre Nicolas Sarkozy et François Hollande, je pense que c'est assez clair pour des gens de droite qu'on préfère quand même Nicolas Sarkozy à François Hollande. Marine Le Pen a refusé de choisir. Ça nous a valu 5 ans de François Hollande et, pour l'instant, 8 ans d'Emmanuel Macron.
Donc ça nous a coûté cher. En 2017, quand Marine Le Pen est face à Emmanuel Macron. En fait, je crois pas que le fait que Marine Le Pen n'ait pas appelé à voter Sarkozy aurait changé quoi que ce soit. Si Sarkozy avait été élu, il se serait passé la même chose que la politique de François Hollande. Quand elle dit on est d'accord pour dire que ça aurait été mieux et qu'à cause de ça on a eu Macron derrière, je ne crois pas du tout que ça aurait été mieux. Il faut pas oublier qu'en général chaque président met en place des politiques qui sont des politiques qui souvent se passent sur plusieurs années. Ça peut durer 2, 3, 4 ans. Et Hollande, toutes les politiques que Sarkozy avait mis en place, Hollande les a continuées. Certains plans que Sarkozy avait mis en place, la plupart ont été continués par François Hollande. Lui, il a rajouté certaines choses. Alors oui, il a de nouveau redonné de l'argent à l'associatif, à tout ça pour protéger son électorat. Mais c'est à peu près tout ce qu'il a fait. En fait, il a protégé, il a voulu se rapprocher du vote immigré, social, associatif et compagnie. Et c'est ce qui a fait qu'il a trahi les ouvriers français. Donc moi, je suis pas d'accord avec elle sur ça. Je pense que ça n'aurait pas changé grand-chose. Et à mon avis, on se serait retrouvé avec le même genre de politique et sûrement Emmanuel Macron quand même derrière. Ou alors en tout cas une personne qui aurait fait la même politique que Macron, c'est-à-dire pro-européiste, pro-immigration. Voilà, c'est tout. On aurait eu exactement la même politique. Les journalistes lui demandent « Est-ce que vous appelez les électeurs de François Fillon à voter pour vous ?» Et elle dit « Ah, sûrement pas. » Elle faisait une campagne anti-bourgeoisie, mais j'appelle plutôt les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. C'était à un moment où elle faisait une campagne sociale, anti-élite, etc. Donc là encore, on remarque que ça montre une absence de conscience de classe, comme diraient les marxistes, de conscience d'appartenir à un bloc. Est-ce que le RN est de droite ? Un bloc de droite. Est-ce que le RN est de droite ? Bruno Retailleau est sans doute... Bruno Retailleau est un conservateur libéral et on peut le classer à droite. Est-ce que le RN est de droite ? Marine Le Pen, souvent d'ailleurs, dit... Moi, je suis pas de droite. Oui. Elle peut le dire. Vous avez entièrement raison et vous posez la bonne question. Mais quand on regarde ce que disent ces électeurs, il y a eu un sondage qui a été fait il y a 2 semaines où on demandait aux électeurs de tous les partis, vous sentez-vous de droite ou de gauche ? 76% des électeurs du RN répondaient de droite. Malgré une intoxication de ni droite ni gauche depuis des années, 76% de leurs électeurs. Là, c'est pareil, c'est encore un prisme. Comme j'en parle souvent, en France, on n'a pas de parti de droite. Vraiment, je pense que le parti de Zemmour, c'est celui qui se rapproche le plus d'un parti vraiment de droite. On n'a jamais eu un président depuis Mitterrand qui a dit « je supprime les aides sociales, je supprime maintenant les gens peuvent s'assurer à des caisses privées s'ils ont envie, ils sont plus obligés d'être à la sécu ». Est-ce qu'on a eu un président qui a fait ça ? Si on avait eu un président de droite, c'est ce qu'il aurait fait en fait. C'est ce qu'il aurait fait. On peut dire qu'ils le font pas parce qu'ils ont peur, parce que voilà. Mais malgré tout, si on avait eu vraiment quelqu'un qui est de droite, qui voulait changer les choses, ça aurait été une des premières choses qu'il aurait fait. Supprimer l'aide à toutes les associations. En fait, l'aide à toutes les associations, ça n'a pas de sens de dire aux Français, on prend votre argent et on donne à des associations comme bon nous semble, nous le gouvernement. Les associations, ça devrait être que des investissements privés. Les associations françaises ne devraient être financées que par des fonds français pour empêcher toute forme d'ingérence d'autres pays, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Voilà, c'est ça en fait qui se serait passé si on avait eu quelqu'un de droite. L'électorat se dit de droite. Peut-être que Jules Dorès peut nous rappeler combien d'électeurs du RN 78% des électeurs du RN veulent l'union des droites. Chez Reconquête, ça ne nous étonne pas. 95% des électeurs de Reconquête veulent l'union des droites. Donc nous, on est très nombreux. On est presque, c'est unanime. On veut cette union des droites. Donc je disais 2 conditions. La première, toujours appelés à voter à droite, ce qu'ils n'ont pas fait par le passé, ce qu'on est les seuls à avoir fait en 2022. En 2022, malgré tout ce qui s'est passé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, des mots très durs, une campagne très dure. Certains avaient appelé ça une primaire, tellement c'était tendu entre les deux. Malgré ça, arrive le soir du premier tour, Éric Zemmour dit « On range la hache de guerre, c'est trop important, je fais mon devoir de patriote, j'appelle à voter Marine Le Pen. » Sans rien négocier, sans demander une seule circonscription, le soir même il le fait. Il est le seul de tous les chéquiers politiques à l'avoir fait. Vous n'avez pas un LR, même les plus à droite du moment, même M. Retailleau, etc., qui a appelé à voter Marine Le Pen en 2022. Ils ont laissé Emmanuel Macron gagner. Nous, on l'a fait. On appelle tous les autres à s'engager à le faire. Et deuxième condition, je finis sur ça, sur l'union des droites. Donc première chose, le second tour. Deuxième chose, s'engager
dès le lendemain de l'élection présidentielle, à une plateforme commune pour les législatives. C'est ce qu'arrive parfaitement à faire la gauche. La gauche, ils se tirent dessus à boulet rouge pendant toutes les campagnes. Arrive le lendemain, ils s'allient. Résultat, ils sont surreprésentés à l'Assemblée parce qu'ils arrivent à ranger la hache de guerre le lendemain. Et il y a sans doute plus de passerelles entre les droites même que entre la France insoumise et le PS et la gauche. C'est ça le paradoxe. Mais vous dites que l'union des droites est refusée parce que chacun pense qu'il peut gagner seul. Vous savez bien qu'il n'y a pas que ça. Les LR, ils sont pas fous. Ils imaginent bien que c'est compliqué. Simplement, depuis 40 ans, vous avez un poids sur celui qui franchit le Rubicon. Vous avez vu comment a été traité Éric Ciotti. Vous avez des hommes politiques qui, comme vous même dites, parfois de centre-gauche, ont peur de porter le poids de faire l'union des droites. Mais comment leur faire confiance pour régler la question de l'immigration ? Comment leur faire confiance pour aller au bras de fer avec l'Union européenne s'ils ont peur de libération parce qu'ils s'allient mais vous savez bien que c'est ça. Mais vous savez bien que c'est ça. Moi, ils ont peur de la doxa qui existe dans ce pays, et quand on franchit le Rubicon, t'es mort. Ils ont peur des postes. T'es mort. Politiquement, tu deviens un fasciste, un nazi, etc. Voilà. Pascal Praud, le GOAT. Lui, il en parle, voilà, il dit aussi que c'est exactement ça, c'est la pression, la pression médiatique qui est trop forte, et que voilà, quand il parle de franchir le Rubicon, c'est exactement ça. Il n'ose pas encore. Il n'ose pas encore. Mais c'est parce que la force politique du RN n'est pas encore assez grande. Ils estiment que c'est une marche de trop. Par contre, je pense que c'est vraiment aussi lié à l'histoire familiale que Marine Le Pen dégage. Peut-être qu'un jour ça changera. Si elle n'est plus là. Mais en revanche, je vous propose de voir le sujet, parce que je ne sais pas si Madame Dati va réussir son coup. C'est pas facile, hein. Ce sera grâce à l'union des droites, si elle y parvient. D'ailleurs, je pense que ça n'est pas la question, parce qu'il faut pas réformer l'audiovisuel public, il faut le supprimer. Mais peut-être qu'on pourra y revenir. Pour le moment, on est plus sur une réforme. Donc je vous propose de voir le sujet de Maxime Lavandier, on en parle ensemble. Rachida Dati parviendra-t-elle à ses fins ? Dès sa nomination en janvier 2024, la ministre de la Culture s'était emparée du dossier épineux de la réforme de l'audiovisuel, un service public qu'elle juge trop élitiste. L'audiovisuel public appartient à tous les Français. Pourtant, les jeunes et les catégories populaires s'en détournent. Les rapports parlementaires disent depuis 10 ans qu'il faut réformer l'audiovisuel public. Le statu quo n'est plus possible. France Télévisions, Radio France, des médias qui se révèlent toujours plus éloignés des Français et qui pourtant les financent à grands frais, atteignant les 4 milliards d'euros en 2025. Mais au-delà de la question budgétaire, ce sont les partis pris et orientations idéologiques qui posent question, comme lorsqu'un journaliste de France Info avait qualifié les prisonniers palestiniens d'otages. Pour Gilles-William Golnadel, avocat, il n'existe qu'un seul remède à ces dérives. Au regard de la sociologie des journalistes syndiqués, il ne s'agira en tout état de cause que d'une étape, une seule solution, la privatisation. La proposition de loi sur la réforme de l'audiovisuel sera examinée à partir de ce lundi. Les organisations syndicales de Radio France et France Télévisions appellent quant à elles à une grève illimitée. Bon, pour vous voulez supprimer et privatiser, c'est ça votre idée ? Absolument. Imaginez, dans les années 60, on avait une seule chaîne de télévision. Elle était gérée par l'État et financée par l'État. Pourquoi ? Parce que ça aurait coûté trop cher à n'importe quel acteur du privé de financer une chaîne de télé. Aujourd'hui, on en a 300. N'importe quel youtubeur, vous avez des millions de gens qui font leur propre chaîne de télévision sur YouTube avec un ordinateur et un micro. Ça coûte plus très cher. Donc, il y a un marché sur lequel les barrières à l'entrée sont devenues très faibles. Vous n'avez plus de justification à ce que l'État vienne intervenir dans ce marché, sachant qu'on a déjà énormément de divertissement à côté. À l'heure où on a, comme je vous l'ai dit, des millions de chaînes YouTube, on a Netflix, Canal, Dailymotion, des centaines de plateformes, est-ce qu'on trouve légitime que l'État, avec notre argent, aille payer le salaire des humoristes de France Inter, Madame Anne-Elisabeth Lemoine, Madame Élise Lucet, etc. Quand vous regardez autre chose, vous voyez que vous avez l'État qui donc manque de munitions. Vous avez des policiers qui sont parfois obligés d'acheter leurs gilets pare-balles eux-mêmes. Vous avez des commissariats insalubres. Vous avez des hôpitaux où on manque de lits, on manque de défibrillateurs, on doit faire un appel aux dons pour financer des scanners à l'hôpital Georges Pompidou. Mais est-ce qu'on, dans ce contexte, on trouve légitime que l'État vienne financer Cash Investigation, Fort Boyard, les salaires de Patrick Cohen? Est-ce qu'on trouve ça normal? Moi, l'État, avec l'audiovisuel, me fait penser à un homme au RSA
qui a déjà du mal à rembourser ses dettes et à payer sa pension alimentaire, mais qui prend tous les abonnements possibles à Netflix, à Canal, à Spotify. Ce n'est pas responsable. Ce n'est pas responsable que l'État vienne mettre notre argent là-dedans, alors qu'on a déjà 3 300 milliards d'euros de dettes. Imaginez, sous Emmanuel Macron, on a fait plus 1300 milliards d'euros. Quelque chose quand même qui est intéressant, c'est le tissu des radios locales de France Inter et qui sont les radios régionales qui proposent ou qui devraient proposer... Très à gauche. Oui, alors ça, c'est un autre problème. On va y venir, c'est une sorte de boulanger. Mais au fond, je trouverais ça plutôt bien que ces radios France décentralisées puissent émettre, parce que on est en dehors du circuit du marché, mais là, pour le coup, on pourrait être dans un service public. Et ces radios, elles sont souvent très écoutées en région. Et moi, je trouve que jadis, en tout cas, elles avaient un certain écho. Connu Radio François Océan pour en parler à Nantes, c'était une radio qui était écoutée. Le problème, c'est qu'effectivement, maintenant, il y a un parti pris idéologique et politique. C'est ça le souci. C'est le deuxième problème. Le premier, c'est que l'État n'a rien à faire là. Il faut plus avoir peur du mot privatisation. Il y a certaines missions dans lesquelles l'État n'a plus rien à faire. Ça n'est plus légitime. C'est possible dans l'histoire. À un moment, c'était légitime que l'État s'en occupe. Ça ne l'est plus. Pour des raisons économiques basiques, comme je vous l'ai dit au début. Par station, le nombre de journalistes, vous prenez toutes ces stations délocalisées, il y a énormément de monde. Le budget de Radio France équivaut au budget des 330 radios privées. Voilà, de toutes les radios. C'est énorme, hein. C'est énorme. C'est un plateau télé, des animateurs différents et il est positionné dans chaque région. Et c'est un peu de ça qu'on parle, c'est-à-dire que ce sont quand même des petites entreprises de 40, 50 personnes, selon, à mon avis, les régions, qui diffusent comme ça et qui peuvent aller s'autoriser d'aller faire des reportages sur une petite fête de village, sur une compétition sportive, mais je sais pas, un marathon qui serait organisé dans une ville de 150 ou 200 000 habitants. Voilà, ça ne mérite pas que la pub soit nationale, mais par contre, c'est des petites chaînes comme ça en font la publicité. Donc tout ça, c'est bien sûr financé, comme vient de le dire ce journaliste ou ce monsieur. Le budget total, c'est le budget des 300 autres radios. Donc, c'est vrai que on doit tout supprimer parce qu'on n'a pas le choix, mais c'est une solution qui est quand même difficile et quand même un peu radicale de vouloir absolument tout supprimer. On n'a pas trop le choix de le faire parce que si on veut que le pays s'en sorte, on n'a pas le choix. Mais c'est vrai que ça a quand même des avantages. Moi, ce qui me choque, c'est donc qu'on dépense chaque année 4 milliards d'euros. C'est l'équivalent d'un abonnement forcé. Si je vous prends juste France Télévisions, c'est 83 € en moyenne par ménage et par an. Un abonnement forcé qu'on est contraint de payer alors même qu'on ne regarde pas. Je vous raconte mon histoire donc des boulangers, c'est l'histoire que j'avais racontée au Sommet des Libertés. Imaginez un village dans lequel vous avez 2 boulangeries qui sont juste à côté l'une de l'autre. Vous avez une boulangerie à qui on a accordé qu'elle pouvait ne pas payer ses salariés, ne pas payer ses charges, ne pas payer son électricité. Elle a de la farine gratuite toute l'année. Par ailleurs, elle est amie avec le maire. Et le maire a instauré une règle un peu étrange. Il demande à tous les habitants du village de payer dès le 1er janvier le pain de cette boulangerie pour toute l'année, que les habitants le mangent ou pas. Étrange. Vous avez juste à côté une autre boulangerie. Cette boulangerie, elle doit tout payer. Son électricité, son local, elle paye plein pot, toutes ses matières premières, ce qui est à peu près normal. Pas de chance, le maire la déteste. Donc il lui impose des règles supplémentaires, des contrôles d'hygiène. Si elle a le malheur d'ouvrir le 1er mai, 7 500 € d'amende. Et là, on se dit, mais ce pauvre artisan, il devrait faire faillite demain matin. Et pourtant, c'est devant cet artisan qu'il y a la queue. Parce que lui, il a un souci de devoir vendre son pain. Donc il l'améliore, il en fait des bonnes recettes, etc. Il y a la queue devant lui. Nos 2 boulangers, c'est exactement CNews contre le service public. Vous avez d'un côté un service public ami avec toutes les institutions. Ne meilleur pas, Pascal. Ami avec toutes les institutions. Ami avec toutes les institutions. L'Arcom est son ami, il le condamne jamais. Il le condamne jamais parce qu'évidemment, on sait que Madame Lapix et Monsieur Patrick Cohen, c'est le modèle de la neutralité et de l'absence de partialité. Jamais condamné. Ils n'ont pas besoin de la rentabilité. Ils coûtent 4 milliards d'euros tous les ans. Vous avez à côté un groupe comme TF1 qui fait du profit. Il vous reste 1 minute de temps de parole parce que vous aviez 15 minutes. Dans les années 80 et que l'audiovisuel public, c'était Bernard Pivot à la télévision
télévision et écouter des interviews de Kundera, je vous dis oui. Bon, mais pardonnez-moi. Non, mais moi aussi j'aime ce temps-là et je regarde ces émissions sur l'INA. Mais quand vous voyez aujourd'hui que en réalité ça revient à payer les humoristes de France Inter et le salaire de Patrick Cohen pour nous insulter, ne soyons pas idéalistes. Ça s'entend, cet argument s'entend. Alors je voulais vous montrer. Maintenant, j'aimerais revenir sur tout ce qu'on a vu là, parce qu'en fait, ce qui parle là à la fin sur l'audiovisuel, ça, c'est vrai, là, c'est la juste continuité de ce qu'il disait avant et des difficultés qu'il y a à faire l'union des droites. En fait, hein, c'est très 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 corrélé. Mais je trouve moi qu'il y a une chose qu'ils oublient et qu'ils ne parlent pas, et 5 Info, c'est normal qu'elle en parle pas parce qu'elle n'est pas de ce parti. Mais il y a une chose, je crois, qu'il ne faut pas oublier, c'est que on n'aura pas un parti ou un homme providentiel qui aura une solution magique qui va résoudre tous nos problèmes, qui va tout résoudre en claquant des doigts. Et moi, c'est dans cette optique que je me dis que, étant donné que le RN reste quand même celui qui est le mieux placé pour être élu en dehors des européistes, immigrationnistes ou des communistes, en fait, on devra y aller petit à petit. C'est-à-dire, si le RN est élu, eh bien, les gens se rendront compte que, en fait, ce ne sont pas des adorateurs du petit moustachu, que on gardera notre liberté, que les seuls qui seront ennuyés, ce seront les délinquants, ce seront ceux qui nous pourrissent la vie. Il va falloir tout le chemin perdu le rattraper, mais petit à petit. Et je crois que c'est dans cet esprit qu'il faut voir le RN, c'est-à-dire le RN ouvrira la porte et Madame Sarah Knafo, si elle veut être élue dans quelques années, ou Monsieur Zemmour, ou son parti en tout cas, ça passera forcément par moins de radicalité. Quand je parle de radicalité, c'est de radicalité par rapport à la politique économique et sociale, pas de radicalité par rapport à un régime qui serait politique, qui serait plus dur. Non. Je parle plus de radicalité par rapport à tout le communisme qu'on a subi jusqu'à maintenant. Donc, je pense qu'il faut y aller comme ça par étapes. Et la première étape, hein, je pense sincèrement que si le RN est élu, alors que c'est censé être le diable et l'incarnation horrible de tout ce que l'on peut voir sur Terre, la fenêtre d'Overton va se décaler, une échelle de 20 cm, qu'on mettait la fenêtre d'Overton sur 10, et que ce qui est à gauche de 10, c'est la gauche, ce qui est à droite de 10, c'est la droite. Pour le moment, nous, notre fenêtre d'Overton, elle n'est pas sur 10, elle est sur 3 ou 4 en fait. Sachant que 0, c'est le communisme le plus profond, et 20, ça serait le capitalisme le plus profond. C'est-à-dire purement tout est privatisé, il n'existe plus, l'État s'occupe de plus que du minimum, il n'y a aucune aide, il n'y a rien, chacun se débrouille. Vraiment une politique qui est très 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 à droite, et 0, une politique très 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 à gauche. Aujourd'hui en France, la fenêtre d'Overton, ce curseur, il est à, je dirais, 3 ou 4. Faut se rendre compte, hein, on n'est pas du tout au centre de l'échiquier politique. Donc, si demain on veut déplacer cette fenêtre d'Overton, il faut qu'il y ait des partis qui paraissent être des 20 sur cette échelle de 0 à 20, et qu'en fait les gens se rendent compte qu'elle n'est pas du tout à 20, mais elle est plutôt à 11 ou 12, même voire à 8 et 9 hein, pour le RN, hein, qui a sur beaucoup d'aspects dans sa politique, plutôt des politiques de gauche. En gros, elle est patriote de droite, elle a une politique sociale. Ce qu'un parti de droite, normalement, ne devrait pas avoir. Il ne devrait même pas se poser la question avec ça, en fait. Pour lui, ça ne devrait même pas exister. Donc, vu qu'il y a une politique sociale, le curseur est quand même gauche, donc allez, on va la placer autour des 10. Donc, si on se rend compte que la fenêtre qui était à 3-4, en fait, on se dit, ah, ben mince, quand on met le curseur à 10, on n'est pas à l'époque de 39-45, eh ben ça ouvrira cette fenêtre d'Overton pour tirer encore un peu plus, puis arriver à être
dans un équilibre politique en France qui économiquement deviendrait stable et qui permettrait surtout à notre pays de se développer, de grandir et d'être fort par rapport aux autres, parce que les pays faibles sont pauvres, les pays faibles, leur population vivent mal, les pays faibles, les gens ont des vies très difficiles. C'est la différence entre un pays fort et un pays faible. Donc il faut absolument garder cette force. Et le moyen, moi je pense que c'est comme ça, c'est qu'on soit d'accord ou pas avec le RN, qu'on trouve que tout ce qu'il propose soit bien ou pas, il faut faire ce pas vers quelque chose qui va démontrer que on est vraiment à gauche et que quelque chose qui paraissait très à droite reste en fait encore quelque chose à gauche pour tirer gentiment notre fenêtre d'Overton vers la droite. Merci à tous. Si vous avez aimé les vidéos, n'oubliez pas de la liker, abonnez-vous, mettez la cloche. Je fais des vidéos tous les soirs à 18h du lundi au vendredi. Donc, mettez la cloche et vous serez avertis de mes prochaines vidéos. Partagez cette vidéo si vous pensez qu'elle pourrait intéresser quelqu'un. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. S'il y a des choses ou des points sur lesquels vous n'êtes pas d'accord, ça m'intéresse énormément. Je vous dis à tout bientôt. Des becs!